Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Lorsque des sociétés sont trop longtemps bafouées, maltraitées, dévastées dans leur civisme, lorsqu'elles s'égarent dans la nuit de l'histoire, qu'elles y perdent tous leurs repères, toutes leurs vertus, lorsqu'elles sont ravalées à l'infrahumain, au sauf qui peut au dabrasek, au tag, à la mentag, à la qfaza et à la bousculade. Alors, elles perdent jusqu'à la fierté d'être, jusqu'au sens même de la dignité humaine. C'est en partie pour cela, semble-t-il, parce que l'humain ne peut être privé de sa dignité et de sa fierté, que les Algériens sont dans un recours aussi paroxystique à tout ce qui peut leur rendre cette fierté, cette dignité perdue, fût-ce par le mensonge, fût-ce en l'état d'oripeau et de façade trompeuse. Oui, c'est du moins ce qu'il semble. Ce recours systématique et excessif, à la limite de l'hystérie parfois, des Algériens à leur mémoire nationale, à leur religion, à leur identité, voire même à leur région et jusqu'à leur tribu et jusqu'à toute identification qui puisse les distinguer de la masse grise, du troupeau, qui puisse leur permettre de relever la tête, leur restituer leur fierté, leur dignité. Et tous les moyens qui peuvent y servir, ils sont naturellement saisis, parfois fébrilement, passionnément et jusqu'à l'hystérie. C'est le cas de leur équipe de football, locale ou nationale. Équipe de football locale parce qu'elle les hisse au-dessus de leurs autres compatriotes, des autres villes, parfois des autres ethnies, ou de ce qu'ils perçoivent en tant que tels. Équipe de football nationale, parce que ces victoires sur les autres pays leur redonnent une place au milieu des nations, ou du moins croit-il qu'elle leur redonne une place au milieu des nations. Et plus cette équipe se distingue, plus elle monte, et plus la fierté exacerbée exulte, plus elle permet aux multitudes de jubiler, parfois jusqu'à des attitudes réellement tonitruantes, à la limite de la violence, qui montrent combien notre société est affectée, combien elle est en souffrance. Et c'est en partie pour cela aussi que les Algériens sont dans la mythification à outrance de leur héritage mémoriel, à un point où ils ont permis au régime, qui a volé leur dignité et leur souveraineté sur leur propre pays, de s'emparer de cette mémoire pour en faire un puissant vecteur de manipulation des esprits. Un régime qui a réussi à en faire un fonds de commerce, non seulement pour s'y ériger lui-même comme digne héritier de la Révolution de novembre et de l'armée de libération nationale, mais aussi et surtout pour pouvoir dresser les Algériens les uns contre les autres, les régions les unes contre les autres, pour les inciter à une malsaine compétition mémorielle entre les uns et les autres, entre des régions et d'autres, et au sein des mêmes régions, entre des tribus et d'autres. Les mêmes méthodes, les mêmes penchants morbides, le même recours à une mémoire sublimée, à une histoire fantasmée, se pratiquent, voire se déchaînent, de façon tout aussi hystérique, tout aussi irraisonnée dans les arcanes de la revendication identitaire. Et c'est ainsi que pour étayer des aspirations, somme toute légitimes, somme toute naturelles, de nouvelles vérités historiques entre guillemets, bidouillées en marchant, faisant fi de toutes les données historiques vérifiées et vérifiables, qui ne craignent ni d'occulter des pans entiers de l'histoire,
ni d'en asseoir de nouvelles pour les besoins de la cause, sont parvenus à s'installer dans l'entendement collectif comme des vérités irréfragables, irréfutables. Une mystification qui ne se refuse aucune absurdité, aucune contre-vérité, et qui considère toute dispute ou toute discussion de révisionnisme et de déni. Et de la même manière, dans la même attitude de repli que pour la manipulation de la mémoire nationale, que pour l'instrumentalisation de la religion, qui se sont transformées toutes deux en moyens de contrôle de la population, en même temps qu'un déni de l'autre, des autres, celle identitaire aussi est devenue au fil des décennies de désinformation, un puissant outil de discorde, de haine, de division, et qui bascule doucement et sûrement dans des attitudes suprémacistes. Autant dans un sens que dans l'autre, les uns contre les autres. Le 22 février 2019 a sonné comme un éveil des consciences. C'est pour cela que le Hirak n'est pas un échec. Bien au contraire, il a sonné le ralliement de millions d'Algériens à des retrouvailles avec la fierté perdue et la dignité trop longtemps bafouée. Le Hirak a été une merveilleuse occasion pour les Algériens de renouer avec l'esprit même de la nation, de l'humain, de l'engagement, de la mobilisation militante pour un État de droit. Et si le régime a déployé autant d'efforts, autant de subversions pour l'étouffer dans l'œuf, ce Hirak, c'est parce qu'il en a compris toute la portée et toute la menace pour sa propre survie. Le Hirak est malheureusement entré en léthargie pour des considérations que nous connaissons tous, en attendant de pouvoir se redéployer. Et il a tout naturellement rendu la place, toute la place, à la manipulation mémorielle, religieuse et identitaire. Son absence a provoqué tout aussitôt le retour de ces postures mentales réductrices. L'Algérie est malheureusement revenue à cette posture, dans cette triple manipulation, celle de l'instrumentalisation de la mémoire nationale, des uns contre les autres, de la religion, des uns contre les autres, de l'identité, des uns contre les autres, dans le but très évident de diviser les Algériens, les dresser les uns contre les autres, les anesthésier, les lobotomiser, dans le même temps que leur insuffler une fierté factice et malsaine. Malsaine parce qu'elle n'est pas porteuse de nobles sentiments, mais des plus bas et des plus primaires instincts grégaires qui demeurent encore dans les fonds vaseux de l'homme, ces instincts grégaires qui nous viennent des âges les plus sombres de l'humanité.
Régime algérien, la débâcle et la hantise du Hirak, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par Skype depuis Paris Mohamed Ben Issa, militant politique. Mohamed Ben Issa, merci d'être avec nous. Merci Jameldine pour l'invitation. Bienvenue à tous les téléspectateurs et à vos invités. Merci. Hassan Moussi, économiste, analyste politique qui est avec nous depuis Montréal, au Canada. Hassan Moussi, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation, Jamal. Bonjour à vous, à toute l'équipe d'Al-Magharibia, à vos invités et à tous les Algériens. Merci. Hamid Lellou, analyste politique qui est avec nous depuis Washington, si je ne m'abuse, aux États-Unis. Hamid Lellou, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, mes chers amis, il y a eu deux déclarations, j'allais dire, qui n'ont pas fait beaucoup de vagues alors qu'elles représentent des événements d'une gravité extrême. Et j'aimerais que nous puissions en parler, essayer d'aller en profondeur, essayer de comprendre ce qui les sous-tend, ce qui les motive, ce qui les agite. D'abord, celle du président du Sénat, ou du Conseil des sages, je ne sais plus comment on l'appelle, M. Gougil, qui, il y a quelques jours seulement, avait parlé de complot contre le président Tebboune, venant de partis qui ne... Attendez, je vais vous lire un passage du journal Liberté qui est très significatif à cet égard. Le Conseil de la Nation n'apporte cependant aucune précision sur ces partis, entre guillemets, qu'il accuse à demi-mot de fomenter un complot contre le chef de l'État, avec toutefois une fléchette décochée à l'endroit de ceux qui font de la politique en dehors des cadres légaux et en coulisses. Et tout le monde aura compris qu'il parle d'une partie de l'état-major ou des hauts commandements de l'armée et d'une partie des services secrets ou services spéciaux, on les appelle comme on veut, et de ces querelles intestines, de ces guerres larvées qui font que aujourd'hui on ne sait plus qui commande quoi. Alors ça c'est un premier événement, et le second, et après je vous laisserai la parole, et cet appel de la revue El Jeish, et donc de l'état-major, et donc de Chenguereha, et ceux qui sont du côté de Tebboune, appelle au peuple algérien de se rallier autour de l'armée nationale populaire, et nous dit-on de façon très directe, sans même se cacher derrière des allusions, contre le Maroc qui menace l'Algérie. Et là, ce qu'on ne comprend pas très bien, c'est qu'on nous présente l'Algérie et le peuple algérien comme deux entités différentes, séparées, l'armée et le peuple. Et l'armée qui appelle le peuple à s'agglomérer autour d'elle, à la rejoindre, à la soutenir. C'est un peu comme si c'était un aveu de faiblesse quelque part, une peur, panique, ou alors l'annonce peut-être d'une guerre qui se prépare. Et donc je vais vous laisser vous exprimer sur ces questions, et je me permettrai de temps en temps de vous poser des questions et d'autres. Nous allons commencer par Hassan Moussi sur ces questions. Ok, vous m'entendez bien, Jamal? Très bien, très bien. Très bien. Encore une fois, je salue mon ami Hamid Lellou. Bonjour Hamid et notre ami Ben Issa, puisque vous les avez cités. Jamal, la vidéo que vous venez de montrer, avant donc de lancer le sujet, un bon écrivain pourrait rédiger 10 livres de 200 pages chacun, pour vous dire combien ce Hirak est grandiose et vrai. C'est une parenthèse. Et j'aimerais aller aussi dans le même sens de votre présentation, on ne peut plus clair, donc au lancement. Mon ami Jamal, ce que vous dites là est vrai. Aujourd'hui, il y a l'Algérie du réel. Il faut qu'on se le dise, je crois qu'on va prendre chacun une bonne partie de temps pour en parler. Il y a l'Algérie du réel où vivent les Algériens avec tracas, difficultés, cherté de la vie, chômage et répression. Il y a
malheureusement une deuxième Algérie fictive du journal télévisé de 20 heures que l'on imagine pour la présenter en couleur, en 3 dimensions, peut-être à destination de l'extérieur et de l'intérieur, pour endormir encore suffisamment le peuple algérien. Il faudra donc commencer par dire cette vérité-là. C'est une grande vérité, ce que je venais de dire. Il faut dire aussi que les Algériens, puisque vous avez évoqué ce sujet, avant de rentrer dans le vif, dans la belle question que vous avez posée par rapport à l'armée, au président du Sénat, la disparition de la Mamra, etc., il faut dire aussi que les Algériens ont soif de la vérité, Rabbil Alamin. Ils ont soif de la vérité. Ils sont étouffés et égarés dans tous ces mensonges, ces contre-vérités et ces qaloukal de part et d'autre. Nous avons perdu beaucoup de temps à Khouay Jamal dans des futilités qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Pourtant, nous avons tout pour contourner ce labyrinthe empoisonné que ces clans au pouvoir ont hypocritement, je dis bien hypocritement, construit de toutes pièces. Aujourd'hui, nous avons plusieurs questions à cette oligarchie au sommet, présentée et qui est cette oligarchie qui est, je dirais moi, préservée et entretenue par une junte militaire. Elles doivent toutes les deux, autant l'oligarchie a dit, que cette junte militaire se rendre à l'évidence, Khouay Jamal. Elles doivent se rendre à l'évidence que toutes les richesses algériennes, que toute l'histoire algérienne, que tous les officiers algériens, passant par les élèves officiers, les lieutenants, je dirais moi les commandants, jusqu'au général des corps d'armée, que toute l'armée algérienne, les forces navales, terrestres, aériennes, je dirais moi gendarmerie nationale, que l'académie militaire de Cherchell, l'école polytechnique de l'ENITA, les grandes écoles militaires dont on est fier de Borj el-Bahri, sont la propriété exclusive du peuple algérien. Que M. Chengri Hatbon, Goudji, les consorts le comprennent. Elles sont la propriété exclusive du peuple algérien. Donc ce peuple, bon Dieu, a un droit de regard. Il a un droit de regard, Khouay Jamal, et un droit d'information sur tout cela. Malheureusement, encore une fois par rapport à votre question, la junte au pouvoir, cette junte au pouvoir qui a mis la main basse sur le tout, comme étant la seule à opérer, comme étant la seule à... Hassan Moussi. Oui. Hassan Moussi, pardon de vous interrompre. Quand vous dites le peuple a droit de regard sur son armée, son institution. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne devrait pas faire la différence. Il n'y a pas d'armée et de peuple. Il y a le peuple avec ses institutions, dont l'armée. Si tant est que c'est une institution, au sens institutionnel du mot. Vous dites le peuple algérien a le droit de regard sur cette institution. Mais moi, je vous dirais non. Rien dans la Constitution, rien, pas un seul alinéa, pas un seul mot ne donne le droit aux représentants du peuple de ce droit de regard, ne lui donne le droit de contrôler les dépenses de l'armée, ni comment ces sommes lui ont été allouées, ni comment a posteriori elles ont été utilisées. Les Algériens, le peuple algérien n'a aucun moyen légal, constitutionnel, de contrôler ce que prend l'armée et comment elle le dépense et où va cet argent. Entre autres, mais il n'y a pas que ça. Aucun droit de regard constitutionnel. Donc, ce que vous dites, les Algériens ont le droit, non. Ils doivent le prendre, ce droit. Pour le moment, ils ne l'ont pas. Oui, entre ce qui est dit dans cette constitution et ce que veulent les Algériens pendre sur une constitution algérienne inclusive de toute l'Algérie, il y a tout un monde. Entre ce qui devrait se faire et ce qui se fait, il y a toute une différence. Entre ce qui est écrit dans la constitution. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, mon ami Jamal, parce que l'article 7 et 8 signifie que tout revient au peuple. Le peuple a le droit de brûler son pays. Vous voulez que je vous le dise? Le peuple, tout peuple, a le droit de plier en quatre son pays, comme il a le droit de le relancer. La décision revient au peuple.
le chef d'état-major, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, Hassan Moussi, vous, M. Jamal, l'institution Sonatrach, son AREM, son Elgaz, c'est la propriété du peuple. Il appartient au peuple de décider si oui ou non ces institutions vont tourner, si oui ou non ce Shengriha devrait rester, si oui ou non ce Tebboune devrait rester. Tebboune, qui a un mandat de je ne sais pas combien d'années, peut être enlevé par le peuple à sa première semaine. Mais oui, cela oui. Reste, pardonnez-moi, aussi. Oui, cela allez-y. reste des principes généraux. Cela reste des principes généraux. Mais il n'y a pas de disposition constitutionnelle et légale qui précise le droit de regard du peuple algérien et les moyens et les voies qui permettent d'appliquer ce droit par des personnalités qui sont désignées, des institutions, des administrations, des procédures. Ça n'existe pas. L'armée, personne ne peut la contrôler. Personne n'a droit de regard sur l'armée de façon constitutionnelle et institutionnelle. Tout simplement, c'est la réponse, elle est dans le 22 février 2019. Le peuple est sorti pour régler toute cette horloge qui est complètement déphasée. Parce que toutes les horloges du monde tournent avec 3 aiguilles, la petite qui donne les heures, la seconde qui donne les minutes et la troisième les secondes. En Algérie, nous avons une multitude d'aiguilles. Il y a celle qui tourne de gauche à droite, celle qui tourne de droite à gauche. Tout est magané. Tout est non imbriqué. Nous vivons dans un puzzle. J'avais parlé tout à l'heure d'un labyrinthe totalement empoisonné que nous ont fabriqué ces gens-là. Ce qui se passe actuellement, Jamal, il va en droite ligne, il va dans le sens de ce jeu malsain au sommet. Le contenu de la demande, le contenu de la revue d'El Jaish, la disparition du ministre des Affaires étrangères, le discours du président du Sénat, je dirais moi la remise de la Coupe arabe. Le ministre des Affaires étrangères, pardonnez-moi, c'est moi aussi de vous interrompre, et nous allons voir la vidéo, les images qui nous le montrent au Conseil de sécurité. On l'a vu tout à l'heure, tout le monde sait qu'il a été mis en quelque sorte en quarantaine, soi-disant pour une raison de Covid. Mais en fait, tout le monde savait l'histoire véritable. Il avait été accusé des proches du président Tebboune de vouloir faire partie d'un plan, un coup d'État qui ne dit pas son nom, pour remplacer Tebboune par la Mamra. C'est du moins les informations qui circulaient très fortement, en pleine guerre des clans. Mais tout à l'heure, nous avons vu ce monsieur en conseil, au conseil à la sécurité, probablement invité à se réunir pour rassurer les Algériens, l'opinion publique, comme on dit. Nous allons regarder ces images. أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال الموجهة ضد بلاد Réunion donc du Haut Conseil à la sécurité. Vous avez pu voir M. Lamamra, ministre des Affaires étrangères, masqué bien sûr comme les autres. Mohamed Ben Issa, Mohamed, sur cette question donc de cette déclaration très très curieuse, très étrange du président du Sénat qui accuse des partis qui n'identifient pas, mais dont tout le monde sait c'est une partie de l'armée et une partie des services de sécurité, de s'interférer, de s'ingérer dans les affaires de la présidence. Il parle de complot contre Tebboune, contre la présidence de Tebboune. C'est jamais vu ça dans le système algérien. Jamais ils n'ont été aussi loin. De la même manière que jamais un président de la République française n'a été aussi loin que Macron quand il a qualifié ce régime de système politico-militaire affaibli par le Hirak. Mohamed Ben Issa.
Moi, je dirais que depuis un certain moment, le peuple algérien maintenant connaît très bien la nature du système et de l'État. Et rappelons juste la fin du règne de Bouteflika, le 4e mandat, comment ça s'est passé. Rappelons très bien ce qu'a fait Saïdani, qui était chef du parti, quand il a chargé le chef d'état-major, le chef de la sécurité militaire à cette époque-là, le général Tawfiq, quand il a traité de tous les noms. On sait que ces gens-là ne prononcent aucun discours, ne se positionnent jamais sans une orientation, sans vraiment une volonté qui provient de la boîte noire, en fait. Il y a une crise cyclique, une crise qui continue à l'intérieur de cette boîte noire, qui est une poignée de généraux, entre les généraux de la sécurité militaire et les généraux de l'état-major, qui sont tout le temps en conflit. Rappelons là récemment tous les mojages qu'on a vus dans l'état-major, hein, le général Qaïdi ou le général-major des forces aériennes, ou beaucoup de hauts officiers qui ont été limogés. Le peuple algérien s'interroge, en fait, d'une manière naturelle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Gougil, que tout le monde sait actuellement, c'est la personne la plus âgée dans l'appareil au sein de l'État algérien. Il a 90 ans. Rappelons très bien qu'à un certain moment, il ne savait même pas lire un papier qui était écrit devant lui. Donc cette personne, c'est pas pour se moquer ou de son âge, en fait, qui est dans des conditions physiques un petit peu, on va dire, voilà, l'âge joue contre lui. Donc il peut pas avoir une lecture politique pour s'opposer à n'importe qui. Donc c'est une volonté. Certainement, il y a un conflit énorme en ce moment, que ceux qui ont mis Tebboune en avant pour sauver le régime, hein, c'est pas pour sauver l'Algérie, ni pour, comme ils veulent le faire croire au peuple, hein, pour appliquer les orientations du Hirak. Donc leur objectif, c'était de sauver le règne. Le règne, c'est cette poignée de généraux et de hauts gradés qui détiennent le pouvoir en Algérie. Donc ils ont mis Tebboune en avant. Je pense après 2 ans de présidence de Tebboune, tous les Algériens voient la débâcle, les observateurs internationaux, les alliés de l'Algérie. Oui, certainement, il y a un contexte sanitaire difficile pour tout le monde, mais toutes les décisions qui ont été prises, la gestion du dossier politique, hein, toutes les échéances électorales ont été une catastrophe, en fait. Les élections sont passées sur le peuple. Mohamed Ben Aissa, quand Goudjil parle de complot contre le président Tebboune par des partis qui n'ont pas le droit de s'ingérer de façon constitutionnelle dans les affaires où ils s'ingèrent, et quand de l'autre côté l'armée, l'état-major appelle les Algériens à rallier leur armée, comme si c'était 2 entités différentes, qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que signifie tout ça? Ça peut ressembler, Djamaldine, à l'épisode de Bouteflika à l'époque, avec l'état-major aussi, hein. Donc le conflit qu'il y avait Bouteflika. Donc les généraux ont ramené Bouteflika dans les années 99 pour qu'il occupe le poste d'une vitrine politique. Voilà, il a accepté parce que tout le monde le sait que c'est un assoiffé de pouvoir. Et à un certain moment, il y avait un rééquilibrage, un partage de pouvoir entre le politique ou le Mouradia et l'état-major. Donc tout le monde pense qu'actuellement, Tebboune, il est dans cette phase, certainement. Il veut plus ou moins s'imposer, trouver une place pondérante dans ce système opaque. Et la réaction, voilà, justement, de l'état-major, tout le monde était étonné de voir cet appel dans le journal de Majalat al-Jaysh, qui disait que voilà, donc on ne comprend pas si on appelle le peuple à s'allier ou à porter l'armée, donc c'est un
un aveu de faiblesse, c'est un aveu que le peuple n'est pas solidaire avec son armée, ni conscient des enjeux politiques, alors que le peuple algérien a mené les 2 ans ou 3 ans du Hirak avec une intelligence inégalée. Donc il a protégé l'Algérie, il était pacifique, il est rentré dans aucun jeu extérieur ou étranger. Donc pourquoi cette demande actuellement en ce moment-là? On se pose toujours nous aussi la question, qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire? Est-ce que Tebboune est vers sa fin? Est-ce que Tebboune veut s'imposer, veut plus ou moins avoir un mot à dire et changer la donne, alors qu'il était jusque-là, tout le monde le sait, un président de vitrine, un président vraiment qui n'a aucun pouvoir. Hein. Tout le monde sait que Tebboune n'arrive même pas à nommer les hauts responsables, qui n'a pas d'appareil politique derrière lui, que le FLN, le parti duquel vient Tebboune, est banni actuellement, malgré que voilà qu'ils ont réussi à lui accorder encore une certaine légitimité politique à travers ces élections et à travers le fraude électorale. Mais Tebboune est en phase très difficile, certainement aussi par rapport à la politique étrangère qui mène actuellement Tebboune et aussi l'état-major. Donc Mohamed Ben Issa, deux versions, enfin deux lectures circulent en ce moment au sein des observateurs algériens, de la scène politique algérienne. L'une considérant, comme vous venez de le dire, Tebboune comme quelqu'un qui est juste une cerise sur le gâteau, qui ne sert à rien, qui n'a pas le vrai pouvoir, qui assiste sans pouvoir changer quoi que ce soit à une guerre des clans qui fait rage. Et d'autres disent que non, que Tebboune, par défaut, parce que la nature a horreur du vide, est devenu l'homme fort d'une façon conjoncturelle. Parce que les clans sont affaiblis, parce qu'il y a du nomadisme clanique, que les gens bougent d'un clan à un autre, parce qu'il n'y a plus les moyens, comme c'était le cas il n'y a pas longtemps, pour acheter les relais, les différents relais du régime, les clientèles, etc. Tebboune serait donc devenu fort par conjoncture, dans le contexte. À votre avis, laquelle des deux lectures vous semble la plus appropriée? Je pense que les deux sont valables, que les 2 premières années, Tebboune était, bien sûr, il est toujours une vitrine, parce qu'on sait que ceux qui détiennent le pouvoir, c'est l'armée, mais Tebboune mène actuellement une genre de fronde et il veut trouver sa place, en fait. Tebboune, actuellement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et il nous rappelle un petit peu de ce qu'a fait Bouteflika à un certain moment. Donc c'est une manière de se rebeller un petit peu sur l'état-major, mais c'est pas encore sûr, hein, c'est juste ce qu'on fait actuellement, c'est une analyse sur le peu d'informations qu'on a. Il faut toujours le rappeler qu'il n'y a aucune information qui sort, aucune analyse, aucun débat franc dans les médias ou au sein de l'Algérie. Donc presque c'est le seul média qui parle de ce qui se passe au cœur du système algérien. Les jours qui arrivent, Jamaldine vont certainement nous donner plus d'informations, mais la chose qui est sûre, c'est que c'est encore une énième crise qui s'éclate en fait à l'intérieur du régime, qui est encore dangereuse, hein, dangereuse pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que on vit une situation sécuritaire très compliquée, une rentrée scolaire très difficile aussi, la loi de finances qui a été votée et va faire beaucoup de dégâts en Algérie. Donc c'est un contexte difficile dans lequel bien sûr la caste politique continue cette guerre pour se départager le pouvoir. Avec nous, Mohamed Ben Issa, je reviens à vous dans un moment. Je vais vous lire, mes chers amis, quelques commentaires qui sont sur ma page Facebook au sujet de l'émission. Ammar Hamida, nous sommes en Algérie où la liberté est très restreinte, sinon inexistante, et nous ne pouvons que formuler le souhait que vous analysiez les causes conjoncturelles et structurelles intérieures et extérieures
du despotisme au Maghreb et dans le monde arabe de manière générale, et en particulier les dictatures militaires qui ont disparu ailleurs et en Amérique latine et qui subsistent chez nous. Nous souhaitons en quelque sorte un diagnostic médical et le médicament approprié pour soigner cette maladie militaire spécifique à certains pays, en particulier le nôtre, depuis 1962, au vu des expériences historiques dans le monde. Minam Zian, se tirer de ce marasme semble impératif. Pour cela, un réveil effectif de toutes les couches sociales. Le pays sombre de plus en plus et c'est triste de rester silencieux. L'Algérie a besoin d'un sursaut rapidement. Monsef al-Haq, rien ne va plus sur le front social. La société est en ébullition, ça couve. Un HCS a été convoqué à cet effet ce soir. HCS, c'est Haut Conseil à la sécurité. Hamid Lello, sur cette question de déclaration de M. Goujil sur ces partis qui s'ingèrent dans les affaires présidentielles, un complot, dit-il, contre le président Tebboune, ces partis de qui il parle, et cette déclaration, cet appel solennel des chefs de l'armée au peuple de rallier l'armée nationale et de se rassembler autour d'elle contre les menaces marocaines, nous dit-on. Hamid Lello. Alors, les deux déclarations sont très, très intéressantes et très importantes. Encore plus, ce qui est très intéressant, c'est le fait que vous essayez de créer le lien entre les deux. Et il y a un lien, il y a un pont. Elles ne sont pas innocentes. Ces deux déclarations ne sont pas innocentes. Et on va en parler. Alors, Monsieur Goujil, comme l'a bien mentionné un de vos invités, il est âgé, plus de 90 ans, de l'ancienne école. Il a fait cette déclaration, elle n'est pas du tout innocente, même s'il est... c'est pas lui peut-être qui le dit, mais elle n'est pas innocente. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient au secours du soldat Tebboune. Il y a quelques mois, c'est le président Macron qui l'avait fait, et il avait fait il avait utilisé presque la même formule. Rappelez-vous, Macron avait dit Tebboune, mon ami, lui, il est légitime, mais il est entouré par des charognards, une mafia économique, militaire, militaro-financière qui l'empêche de travailler. Alors c'est ça le parallèle que je vois entre les deux déclarations. À cette déclaration, ce qui manque peut-être, c'est la déclaration précédente. Monsieur Goujil a fait une autre déclaration. Une autre déclaration, c'est qu'il nous a rappelé le bon temps de Boumedienne, le temps où l'Algérie était prospère, respectée à l'international, etc., etc. On sait tout ça, c'est du populisme socialiste de Boumedienne. Mais, soit, il l'a fait. Alors pour moi, c'est là où il y a un lien aussi, c'est que Tebboune, il met de l'eau au moulin de Goujil. Qu'est-ce qu'il a fait, Tebboune? Récemment, il a sorti cette formule de Boumedienne qui maintenant, il la sort à tous ses discours. Min ayna laka hada? D'où est-ce que vous avez eu cette richesse? Ça, c'est une formule populiste de Boumedienne. Et là, je vois le lien entre les deux. C'est comme si les clans dont vous parlez, il y en a plusieurs, mais un des clans que défend Goujil, c'est peut-être le clan qui a la nostalgie de Boumedienne, et c'est là où je vois le parallèle entre les deux. Maintenant, la question numéro 2. L'appel de chef d'état-major au peuple algérien à se mettre autour de son armée, c'est déjà grave, parce que ça veut dire que s'il fait ça, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance officielle qu'il y a un gap, un vide entre l'institution militaire et le peuple, alors qu'il devrait être que un, l'armée, le peuple et l'armée, c'est un comme dans tous les pays. Et il fait ça parce qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont aucune crédibilité et que l'Algérien, le citoyen algérien, le peuple algérien n'a pas confiance dans le leadership de l'armée et aussi politique. Alors que comme
vos invités l'ont bien précisé, le Hirak a prouvé le contraire. Au contraire, le Hirak n'a jamais critiqué l'institution militaire. Il a critiqué certains responsables ou certains officiers et il n'a pas généralisé. Et d'ailleurs, le Hirak, à aucun moment, il n'a été une menace à la sécurité du pays. On n'a jamais eu aucune attaque, aucun mouvement de panique, rien de tout ça. Au contraire, un pays civilisé, un peuple civilisé, avancé. Hamid Lello, permettez-moi de vous interrompre. Hamid Lello, permettez-moi de vous interrompre. Hamid Lello, le premier slogan du Hirak, c'est Madaniya Machi Askariya, qui a été très mal ressenti par la junte militaire durant le Hirak. Rappelez-vous les déclarations de Gaïd Saleh, Rabbi Rahmou ala kulli hal. Madaniya Machi Askariya, est-ce une aspiration à un état de droit? Cette expression, Madaniya Machi Askariya, si on peut traduire de façon substantielle, c'est État démocratique et non pas junte militaire. Ou est-ce une attaque de l'ennemi de l'extérieur contre l'armée de libération l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, selon vous? Madaniya Machi Askariya. Vous me donnez une occasion en or pour rectifier quelque chose. Malheureusement, ce slogan est tout à fait juste et légitime. Il a été mal interprété par le régime qui veut faire croire l'opinion publique que les gens du Hirak sont contre l'armée. Dans les pays qui se respectent, des pays démocratiques, il y a une relation entre le civil et le militaire. Il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit que le militaire et le civil travaillent ensemble, en coordination. Et il y a une autre école, celle des États-Unis, celle de la France aussi, qui dit qu'au contraire, le civil est en charge, c'est-à-dire que le militaire a des fonctions militaires spécifiques, techniques, et il répond aux aspirations du peuple à travers le gouvernement. S'il y a un problème lié à la sécurité, le civil va vers le militaire et il fait ce qu'on appelle son proposal. Il propose, il dit, voilà, on a un problème, réglez-le pour nous. Et le militaire, il revient avec les différents plans. Et les différents plans, il y a un plan 1, 2, 3, et le militaire propose, et il propose pour chaque plan, il propose l'argent, enfin le budget, et puis c'est au civil de décider. La décision finale revient au civil. Mais il n'y a pas de compétition entre les deux. Dans les armées qui se respectent, les officiers militaires, ils ont horreur de la politique. Ils ont horreur de la politique. Nous avons eu une expérience ici aux États-Unis où le chef d'état-major américain a été embarqué dans un imbroglio politique ici. Le lendemain, il a sorti une vidéo publique pour s'excuser au peuple américain. Il a dit « Nous, l'armée, nous n'avons rien à voir dans la politique. On ne veut pas de politique. » Ils ont horreur de la politique. Donc, ce message de Madaniya Machi Askariya, ce n'est pas anti-militaire du tout. Ce n'est pas contre l'armée, mais au contraire, c'est pour clarifier que le civil est en charge. Et d'ailleurs, il parle de ce Conseil de sécurité nationale. Il y a le chef d'état-major, il y a le président, il y a le ministre des Affaires étrangères, il y a le ministre de l'économie et le ministre des Finances et le Premier ministre. Donc ce conseil est limité à certaines personnalités. Et si vous voyez le nombre, vous avez normalement... Malheureusement, Hamid Lello, malheureusement, la composition de ce Haut Conseil à la sécurité, tel que nous le voyons à chaque fois, n'est pas conforme à la Constitution qui en prévoit les membres précisément par fonction. Or, il y a dans ce Haut Conseil à la sécurité des gens, des fonctions qui ne sont pas prévues par la loi. Mais c'est comme ça. Et puis, le Haut Conseil à la sécurité, par rapport à la Constitution, prévoit que ce Haut Conseil à la sécurité a une fonction consultative
et non pas décisionnel. Alors que ce Haut Conseil à la sécurité prend des décisions très graves, jusqu'à dans cette histoire de 87B qui qualifié aujourd'hui par toute l'opposition algérienne comme un article terroriste contre les libertés. Je vous en prie. Oui. Nous on parle, le problème c'est qu'avec les institutions algériennes et la politique en Algérie, on parle de ce qui est formel, de ce qui est sur le papier et l'informel. Et comme l'a bien dit M. Goudjil, il le reconnaît lui-même, c'est tout ce qui est informel. L'économie, elle est à 60-70% informelle. La politique, c'est la même chose. Aussi bien l'informalité vient du fait qu'il y a des groupes qui subissent des pressions de la part des clans, comme l'ont bien dit vos invités. Mais revenant à ce Conseil de sécurité nationale, en théorie, même s'il est consultatif, quand vous dites consultatif, c'est-à-dire qu'il a une composante d'experts, et quand il propose, et dans beaucoup de cas, les propositions sont suivies, même dans les pays avancés, même dans les pays où la démocratie est exercée. Consultative, oui, mais ça vient aussi des experts. Oui, mais encore une fois, c'est consultatif. D'accord, Hamid Lello. Pardon, Hamid Lello, parce qu'il y a des notions et des nuances qui sont très importantes. Ailleurs, il est vrai que les conseils consultatifs en termes de sécurité, généralement, leurs recommandations sont suivies. Mais ce HCS algérien, ce n'est pas des recommandations qu'il fait. Par exemple, pour l'affaire de Rachad et du MAC, c'est le HCS qui a décidé que ce sont des mouvements terroristes. Et ça a été décidé, non, ce n'était pas des recommandations, c'était une décision prise par le Haut Conseil à la sécurité. Et donc le président se trouve être le président de la République, qui donc, par ordonnance, par voie d'ordonnance, n'est même pas tenté de passer par le Parlement et qui donc décide de légiférer par ordonnance et de classer ces deux mouvements politiques en mouvements terroristes. Donc, mais Hamid Lello, pardon, allez-y, après je vais tourner le micro. Je me demande s'ils ne le font pas exprès. Justement, je me demande s'ils ne le font pas exprès d'imposer des choses en dehors du cadre constitutionnel. Soit ils le font exprès, ou bien ils sont complètement incompétents et dépassés par les événements. Parce que le problème, c'est qu'il y a les changements qui se passent au niveau de la société, et aussi les changements qui se passent au niveau de la région. Il faut tenir compte de ça. Et il n'y a pas de synchronisation entre les lois qui existent et les décisions qui s'imposent. Et comme les lois doivent être un cadre juridique, elles ne sont pas en phase avec la réalité du pays, ni la réalité de la région. Et dans ce cas-là, ils improvisent. Et d'ailleurs, comme vous avez cité le cas des deux mouvements qui ont été classés terroristes, ceux-ci, ils auraient dû, s'ils étaient malins, ils auraient dû préparer ça bien à l'avance. Bien à l'avance, même quand ils préparaient le brouillon de la Constitution, de la révision de la Constitution. Ceci montre que soit ils sont incompétents, soit ils le font exprès pour dire on est là pour gérer, on est là pour commander, on est là pour durer. Et restez avec nous, je vous lis encore quelques commentaires. Ces jours sont comptés, il parle du régime. C'est Dahi Ouaras, rejeté par son propre peuple, aucune crédibilité internationale, lâché par ses pseudo-alliés malgré l'échec à fond de corruption. Il se débat dans le mensonge et les guéguerres internes. JSK Jamel Ait Youssef, le Parti des travailleurs a dressé ce mercredi à nouveau un tableau sombre de la situation en Algérie. Il parle d'une flambée meurtrière des prix et de 300 détenus politiques et d'opinion. Le Parti des travailleurs aussi travaille pour le Merzen, n'est-ce pas? Bon, c'est un point d'humour qu'il fait. Mami, l'Algérie doit suivre l'exemple du Soudan. Il n'y a pas d'autre choix pour le peuple que le soulèvement.
JSK Jamal Aït-Yousf, Alger, barricadés, cadres, tensions énormes sur leurs nerfs. Ça reflète exactement ce que ce régime ressent. Tout le monde a peur et le peuple, vu la décennie noire et le régime et ses sbires, a plus peur encore. Alors nous allons écouter quelques déclarations de gens passés et actuels qui étaient au pouvoir et qui tous à chaque fois agitent ce spectre de l'ennemi intérieur, de l'ennemi extérieur, à chaque fois que le peuple algérien ose revendiquer son droit à un état de droit. Écoutons-les. أن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الجزائر والمكائد التي تدبر ضد شعبها ليست من نسج الخيال الموجهة ضد بلادنا وجيشنا. يريدون استهداف الجزائر لمس باستقرار البلاد، لأن الجزائر مقصودة من الخارج، والمحاولات الكبيرة المتعددة الجوار التي الآن تتعاون حتى مع الموساد ومع إسرائيل واتهام الجزائر باتهامات خطيرة وخطيرة جدا، ومستهدفة كذلك بسبب يعني موضوع الصحراء الغربية. من تنالي يا فرنسا حبة القمح من الجزائر، من تنالي حبة القمح من الجزائر. الجزائر أيضا مستهدفة بقوة، ولكن تلاحظوا هذه الأيام حق الاتحاد الأوروبي راح يجتمع واقتراب. الجزائر مستهدفة في إسلامها وعقيدة شعبها السني لزعزعة استقرارها وإعادتها إلى سنوات المأساة الوطنية، تقول الرئاسة. اليوم الجزائر أصبحت مستهدفة Hassan Moussi, on va essayer de faire des tours de micro un peu plus dynamiques, un peu plus rapides pour essayer d'aborder d'autres points. Hassan Moussi, qu'est-ce que vous pensez de ce retour du Hirak annoncé? Tout le monde, dans les réseaux sociaux, est en train de parler de cette fameuse date, d'ailleurs qui coïncide, ce sont 5-2, le 22-2-22, ça veut dire le 22 février 2022, il y a 5-2, 22-2-22, le retour du Hirak 2. Et donc, à votre avis, est-ce que le Hirak va revenir naturellement, mais est-ce qu'il va revenir de la même façon? Est-ce qu'il y aura entre-temps une lecture, des leçons tirées des erreurs du Hirak 1 à votre avis? Et cette hantise du régime qui est en train de tout faire pour se préparer à éviter ce retour annoncé du Hirak 2. Oui, je vous ai entendu, Jamal. Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Vous savez, Jamal, en langue arabe et en langue tamazight, les seules langues d'ailleurs au monde où la vérité est au singulier. Sah, sidets. Dans toutes les langues, on dit les vérités, les ceci. Quand on s'agit de vérité en anglais, dans toutes les langues japonaises et tout, c'est pluriel. Oui, c'est une vérité. Une vérité. Le Hirak reviendra, Jamal. Le Hirak reviendra. Je vais détailler un petit peu plus loin cet élément-là. Je vais juste revenir rapidement à ce qu'avait dit mon ami Hamid Lelou, que je respecte, un grand monsieur, qu'il m'excuse, la dernière fois je n'avais pas intervenu dans sa chaîne. L'article 87 bis, c'est un article fourre-tout. C'est un article fourre-tout. On l'a créé de toutes pièces pour que Dahman, Qaddour, Ja'far, Aïcha, Malkhair, Fatima peuvent être traités de terroristes. D'ailleurs, l'Algérie a reçu une note, moi je l'avais lue, disant que monsieur le pouvoir algérien, définissez comme il se doit cet article 87 bis. Puisque là, vous êtes resté vague et flou pour mettre qui vous voulez traiter qui vous voulez de terroriste et le mettre en prison. Je ferme la parenthèse. Le Soudan, non mon ami Jamal, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas qui avait dit qu'il faut suivre l'exemple du Soudan. Le Soudan, c'est le Soudan. La France, c'est la France. L'Amérique, c'est l'Amérique. Nous voulons suivre l'exemple de l'Algérie. Nous voulons l'algérianité, le jeu algérien, l'économie à l'algérienne, le modèle algérien, politique algérienne. Nous ne voulons pas
imiter d'autres nations. Chacun a sa façon de voir. Nous avons nos spécificités. Nous allons essayer de cadrer avec nos spécificités. Et le Hirak nous a montré la route. Il suffit juste de fluctuer tout ça, tout ce qu'avait dit le Hirak, de le mettre en pratique. Rapidement, en un mot sur le formel. J'ai entendu mon ami Hamid Lelou Ben Issa parler du formel. Vous savez, attention mes chers amis, le formel n'est pas un criminel. L'informel, je veux dire, l'informel. L'informel n'est pas un crime. L'informel n'est pas dangereux. L'informel n'est pas un virus. En Uruguay et au Brésil, on a fait de l'informel le formel, on l'a transformé. On lui a fait une voie de chemin de fer et on l'a tiré doucement vers le formel. L'informel en Algérie est tellement important. Il est tellement important dans les sphères économiques, sociales, culturelles, le restaurant, le sandwicherie, le garage, et puis même dans l'économie, que nous avons besoin de cet informel. Donc, au lieu de le menacer comme le font le pouvoir actuel, au lieu de le menacer, de le montrer du doigt et de lui dire « essayez de susciter son intérêt à venir calmement vers le formel, en lui faisant brandir la carotte de la retraite, du chômage, je dirais moi, du médical, des congés payés, vers le formel. On a besoin de cet informel dans le formel. Il est très important. Vous savez, je dirais sans risque de me tromper, 50% des travailleurs algériens sont dans l'informel. On ne va pas les balayer d'une seule main, Hakdaya. Trouvons une astuce pour ramener l'informel vers le formel. Maintenant, par rapport à votre question, le Hirak, Jamal, tous les éléments que j'avais évoqués tout à l'heure dans votre première question, vous m'entendez, Jamal? Oui, très bien. Oui, dans tout ce que j'avais évoqué tout à l'heure, allait dans le sens d'une lutte de clans au sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a une absence d'alternative. Il y a une absence de vision par ces généraux-là, cette poignée de généraux, cette junte, ce pouvoir mesquin qui est en train d'écraser le peuple. Ils n'ont plus d'alternative, ils n'ont plus de vision politique et économique, ils n'ont plus de volonté politique, ni de moyens financiers matériels pour aborder l'année 2022, 23, 24 jusqu'en 2030. Ils ont pris du retard. Donc le pouvoir, au lieu d'exploiter à bon escient la belle révolution du Hirak, ce qui permettra à tout le monde de gagner, et le pouvoir, et le peuple, et l'Algérie, et d'avancer clairement, pacifiquement, et je dirais moi, inclusivement, voilà qu'on assiste à Jamal, à des actions diaboliques, de lutte de clans, à une immigration, comme vous avez dit tout à l'heure, immigration d'un clan vers un autre, d'éléments d'un clan vers un autre, vers le clan le plus fort, et maintenir la répression, l'emprisonnement, l'abolition des droits individuels et collectifs. Le pouvoir, à chaque fois... Je me permets de vous interrompre, Hassan Moussi, parce qu'il faut que nous fassions des tours de micro un peu dynamiques. Oui, je souhaite que mes invités aillent droit à la question que je leur pose pour pouvoir aller un peu dans toutes les questions. Mohamed Ben Issa, il semble que la situation soit très grave de la vie de tout le monde. Maintenant que nous, au Magharibi, on dit la situation est grave, on ne passe plus pour des Cassandres, pour des alarmistes, puisque tout le monde en Algérie est en train de constater tous les jours que la situation est très grave. Jusqu'au pouvoir d'achat des gens, jusqu'à cette précarité qui s'installe, à la misère, et je passe sur tout le reste. Mais il y a comme un flottement au sein du régime même. Je vais donner un exemple. Le Premier ministre, qui pourtant au doigt et à l'œil avec Tebboune, il arrive, il débarque, il dit « Préparez-vous, nous allons mettre fin aux subventions ». On n'a pas le choix, on va opter pour une politique de ciblage des populations les plus nécessiteuses pour leur verser directement ces subventions et ne plus permettre aux plus riches d'en profiter. C'est très bien. Et quelque temps plus tard, pour ce que ça a soulevé d'indignation et de colère et d'inquiétude, M. Tebboune intervient et il déclare que les subventions ne seront jamais supprimées, et il dit même jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Et on ne comprend plus. Et dans le même temps, alors, puisqu'il désavoue son Premier ministre d'une façon aussi caricaturale, j'allais dire, le mieux aurait été de lui demander sa démission. Or, non, ce n'est pas le cas. Ce qui a poussé les gens à croire de deux choses. L'une, soit c'est Tebboune qui lui a dit de faire cette annonce pour venir le contredire après et tirer les marrons du feu, enfin, pour prendre la belle part des choses, soit
il y a deux États dans l'État, si on peut dire. À votre avis, Mohamed Ben Issa, cette situation très ambiguë, pour le moins qu'on puisse dire. Bien la nature du régime. C'est un régime qui navigue à vue, qui est ancré dans l'archaïsme, Jamal. Donc, pas d'intelligence collective dans ce régime. Un régime qui bride la liberté, qui bride l'intelligence, qui s'entoure tout le temps par des médiocres. Donc, vous savez que même si le Hirak n'était pas là, même s'il n'y avait pas le 22 février, l'Algérie serait dans cette situation, et même pire encore. Donc ce système est en chute libre depuis longtemps, en fait. Depuis l'indépendance, on n'a pas pu bâtir un système démocratique qui se base sur un vrai partage de la richesse, partage du pouvoir, hein, parce que tout le monde sait, c'est devenu une réalité, une vérité absolue même, que personne ne peut incarner on va dire l'intelligence absolue, où l'homme-providence n'existe plus dans ce monde. Il n'y a aucune personne, ni même une institution toute seule, qui peut gérer un pays aussi vaste comme l'Algérie, alors que nous, actuellement, on est toujours dans le schéma une boîte noire qui gère, une façade politique, on lui demande d'avancer sur un dossier et au bout de quelques jours ou même quelques mois, on leur demande de faire marche arrière. Pas de lecture ou pas de vision stratégique sur le long terme, sur les 10 ans, sur les 20 ans, sur les 15 ans. L'exemple que tu viens de citer sur la fin des subventions, oui, c'est un vieux sujet hein, dans les annales politiques algériennes, on en parle souvent, mais jusqu'à maintenant, parce qu'on n'a pas travaillé dessus, parce qu'on ne s'est pas entouré par des gens compétents, on n'a pas trouvé des solutions. Certainement, c'est un problème, Jamel-Din, les subventions, mais ce n'est pas de cette manière. On n'a pas en Algérie les moindres chiffres réels en Algérie, pas de recensement réel, pas de numérisation. Comment on peut... La solution qu'ils ont trouvée, ils ont dit que on va essayer d'emmener, de verser cette aide directement aux populations, aux catégories du peuple qui sont vraiment dans le besoin. Mais quels sont, comment, sur quels critères peut-on décider qui a besoin, qui n'a pas besoin en Algérie, sachant, comme vient de dire votre intervenant, que la majorité des Algériens sont dans l'informel. Donc voilà le contexte dans lequel ce système agit. Pourquoi ? Parce qu'il est préoccupé par sa survie. Donc depuis le 22 février, l'intervention de Goujil, je veux juste rajouter entre guillemets qu'il faut rappeler que dans quelques jours, il y aura la réélection des membres du Sénat, Majlis al-Umma, et que Goujil, il est certainement sur un siège éjectable vu son âge et vu... voilà le changement politique. Donc Goujil aussi, il est en train de mettre un pas à l'avant pour montrer qu'il est toujours là, qui est vraiment un soutien à Tebboune. Donc tous les oligarques de ce système sont préoccupés par garder leur poste. Pourquoi? On peut dire pour la simple raison que certainement beaucoup parmi eux risquent la prison. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système de vengeance. Dès qu'on sort on quitte le pouvoir, on est certainement rattrapé par la corruption qui ronge ce régime, qui ronge tout l'appareil de l'État. Et jusqu'aujourd'hui, si on peut dire, on parle de la subvention, mais le peuple algérien peut dire, Jamel-Din, où ils sont l'argent mal acquis. Ils sont les milliards que Tebboune a promis dans son discours. Restez avec nous, Mohamed. En effet, Tebboune avait promis dans sa campagne électorale qu'il savait où se trouvait cet argent. Il a même cité des sommes astronomiques et il avait promis de le ramener, de le rapatrier, cet argent volé aux Algériens. On n'en a pas vu la couleur. Hamid Lelou, je vous demanderai aussi de faire un tour de micro un peu rapide pour que nous puissions faire après un autre tour de micro, si vous le voulez bien. Hamid Lelou, le retour du Hirak ne fait plus de doute, sauf que beaucoup de gens appréhendent qu'il le soit plus dans le front social, dans la revendication sociale, que dans la contestation politique, comme ça a été le cas du premier Hirak, puisque
il ne fait pas de doute que des millions d'Algériens ont basculé dans la précarité, voire dans la misère, et que si demain la rue sort, beaucoup de ces catégories sociales vont s'exprimer, peut-être même avec violence, à Dieu ne plaise. Votre avis sur cette question? Hamid Lello. Un changement et une évolution perpétuelle, comme j'avais dit avant. Les choses bougent, changent autour de nous, dans notre société, et le régime n'arrive pas à s'adapter. La même chose peut être dite sur le Hirak. Le Hirak, il ne s'est jamais arrêté. Je pense que les plus intelligents et les plus sérieux et sincères dans le Hirak se sont adaptés et ils se sont mis, hommes et femmes, à travailler dans les coulisses, à travailler sereinement, discrètement pour la relance du Hirak. Je me méfie beaucoup de ces dates fatidiques, dates historiques. Le Hirak va reprendre le 1er novembre, le Hirak va reprendre le 5 octobre, le Hirak va reprendre le 22 février. Moi, je me méfie de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Hirak reprenne? Si le Hirak reprend à cause des raisons sociales, économiques, parce que le chômage, c'est pas le vrai Hirak, parce que ça donnera plus de légitimité au régime, parce que les gens vont sortir dehors pour réclamer des choses. Et quand vous réclamez des choses au régime, ça veut dire que vous le reconnaissez et vous lui dites « trouvez-nous des solutions ». Dans ce sens, nous, d'ailleurs j'ai oublié de vous le mentionner, mais moi maintenant, avec des amis ici aux États-Unis, nous avons créé une ONG internationale reconnue, on a des statuts légaux ici, et notre travail, ça ne se limite pas qu'au Hirak, mais par rapport au Hirak, nous avons commencé un travail de coulisses. Nous sommes en contact avec beaucoup de personnes, y compris vos invités et d'autres personnes que nous connaissons, reconnaissons parmi le Hirak. Il est temps qu'on travaille. Il est temps qu'on travaille. C'est pas seulement faire des déclarations, d'effets d'annonce. Le Hirak va revenir. Le Hirak va... Oui, Facebook c'est bien, c'est gentil, mais qu'est-ce que nous faisons? Que faisons-nous pour que le Hirak revienne? Alors pour nous, ça c'est RISE, Reaching Independence Through Social Engagement. C'est une ONG. D'ailleurs, je partagerai même le site internet. On travaille sur la facilitation au niveau des différents groupes de toutes tendances politiques, idéologiques qui existent. Nous ne sommes pas un parti politique et il est temps qu'il y ait un groupe au sein de la communauté algérienne, que ce soit dans le pays ou à l'étranger, qu'elle déclare clairement nous sommes là pour aider le Hirak à se structurer, à s'organiser sans avoir d'aspiration politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, il faut être honnête, il y a des gens, moi j'ai remarqué, parmi le Hirak, ils ont commencé à rêver, je deviens ministre, je deviens ceci, je deviens cela. D'autres, ils ont un programme politique, donc ils ont des compétitions politiciennes. Et il est temps que ça s'arrête. Il est temps qu'il y ait des gens, et nous faisons un appel en tant qu'organisation non gouvernementale, nous faisons un appel pour qu'il y ait cette volonté populaire parmi l'élite. N'ayons pas peur des mots. Il faut que cette élite se mette à travailler, se mette à coordonner, se mette à faire tout pour que les différents courants du Hirak, encore une autre réalité, le Hirak n'est pas un groupe monolithique. Nous avons les islamistes, les non-islamistes, les travailleurs, les trotskistes, toute tendance. Et ces gens-là, il faut qu'ils se mettent tous autour d'une même table et qu'ils discutent et qu'ils sachent que l'objectif numéro 1, c'est d'aider ce régime à partir. Et il faut faire partir. Restez avec nous, je me permets de vous interrompre, pardon. Dernier tour de micro, mes chers amis, je vous demanderai d'intervenir en à peu près 2 minutes chacun pour le mot de la fin, le dernier tour de micro. Mais avant, je vais vous lire encore quelques commentaires. Mohamed Brahimi, Monsieur Tebboune ne veut pas quitter le pouvoir, sinon il serait à Al-Harrach, œil pour œil, dent pour dent. Kamal Khoseila, il faut une grève générale et une représentativité qui commencera en France. Rahabi Malek, ceci est un tournant décisif. Le régime est en train de se fragiliser et à cette cadence, il s'auto-détruira. C'est pour cela que le peuple doit rester serein, objectif et uni. Il met uni en lettres majuscules.
dont je n'arrive pas à lire le nom, c'est un pseudonyme un peu compliqué. Le régime militaire se donne ou même s'approprie le droit de considérer l'Algérie comme un bien personnel. Tout l'enjeu est là. La matrice même de pensée de ces militaires, c'est de se voir propriétaire de ce pays. Dans le temps, même leurs sbires m'ont confirmé, ce pays est le nôtre. On a souffert pour l'arracher au Coran et aujourd'hui, on ne vous le souhaite pas. Voilà. Et donc, je reviens pour un dernier tour de micro, 2 minutes chacun. Hassan Moussi, pour le dernier tour de micro, qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train de se passer dans notre pays? Tout simplement, moi je dirais qu'on venait d'allouer 10 000 milliards de dollars, de dinars, pardon, 10 000 milliards de dinars, près de 10 000 milliards de dinars pour l'année 2022. C'est à peu près le budget de 6 à 7 pays africains. On aurait aimé que ceux qui ont la décision, ceux qui seraient appelés à utiliser cet argent, qu'ils l'utilisent dans l'intérêt pour atteindre un objectif et pour satisfaire des besoins. Le peuple en a vraiment besoin. Le pouvoir n'a pas su profiter de la lucidité, de la responsabilité, du pacifisme et de la conscience du peuple pour amorcer le changement. Malheureusement, il aurait dû aller dans ce sens-là. Parce que je crois que la meilleure voie, la meilleure option a été choisie par ce grand peuple-là, cette quasi-majorité du peuple. Donc cette option qui est la voie de la transition. Il n'y a pas mieux qu'une transition pour balayer le tout et aller vers un horizon meilleur. Et vous voyez l'histoire des subventions. On ne peut pas savoir qui est riche, qui est pauvre en Algérie. On ne sait pas qui a droit à cette subvention, qui n'a pas droit à cette subvention. C'est parce qu'on n'a pas procédé à clarifier un petit peu tous ces chemins-là avant d'annoncer cette nouvelle. Et vous allez voir que les subventions n'auraient lieu qu'on affecterait l'argent à des nécessiteux que dans 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, mon ami Jamal. Ce n'est pas, c'est les écuries de gestes qu'il faut balayer. C'est pas si évident que cela. Et encore une fois, je rejoins un peu mon ami Hamid Lelou quand il parle du retour du Hirak. Il ne faudrait pas que l'on revienne comme on était avant. Oui, le chiffre 22 est excellent, ça rentre dans la tête des gens. Le 2 février 22. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas un grand boom le 2-22? Pourquoi pas? Mais il faudrait que l'on s'organise, puisqu'on avait dit qu'on n'est pas monolithique, on est islamiste, on est démocrate, on a une casquette rouge, une casquette noire, on est berbère, on est chiaoui, on est arabe. C'est ça qui fait notre force et c'est ça qui n'a pas saisi le pouvoir. Il utilise la division. Donc, nous allons revenir, nous allons réouvrir les chemins et nous allons faire triompher cette grande Algérie, c'est certain. Merci Hassan. Mohamed Ben Aissa, en 2 minutes s'il vous plaît. Oui, en 2 minutes, je dirais, Jamaldine, que cette quête de démocratie, de liberté ne va pas s'arrêter. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Ah, parce que je vois mon image est figée, d'accord. Donc, oui, votre image est fixe, mais on vous entend très bien. Ah ben d'accord. Donc je dirais que la quête de liberté que le peuple a exprimée le 22 février 2019 est toujours intacte, malgré ce plafond de verre et cette répression en fait sans précédent. Actuellement, on vit une vague de répression que le peuple algérien n'a pas connu, même quand les Hirak étaient dans les rues, quand vraiment on était très 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 nombreux dans les villes algériennes. Actuellement, chaque jour on entend 1 ou 2 Algériens, on va dire, alors qu'actuellement il n'y a pas de Hirak, il n'y a pas de marche dans les rues, il y a presque rien, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. Donc et malgré ça, le système algérien, cette dictature est en train d'emprisonner des innocents, des militants pacifistes qui n'ont rien fait, qui ont juste dit que même voilà, ce système a fait l'éloge du Hirak. Donc ces hirakistes sont en prison actuellement pour rien. Donc je pense que le peuple algérien ne va pas s'arrêter là, malgré les difficultés dans lesquelles on est.
le système politique veut bannir le politique, hein, donc, parce que le politique, c'est le danger pour lui. Il veut rester toujours dans ce qu'il maîtrise le plus, c'est tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est ennemi extérieur, ennemi intérieur, l'institution militaire qui prend le quart du budget, qui est actuellement le premier importateur en Afrique des armes, qui est le troisième importateur mondial des armes russes. Donc, quand on dit importation, on dit toujours corruption, absence de transparence, on ne sait pas qui finance quoi. Donc, c'est toujours ce cercle vicieux dans lequel on est. Le peuple algérien sait très bien qu'il ne va pas rentrer en conflit direct avec l'armée, ne veut pas qu'une goutte de sang coule en Algérie. Donc on veut continuer à lutter d'une manière pacifique pour faire comprendre à ce système qui va partir maintenant ou demain que le peuple restera toujours, que Goujil qui a 90 ans et que Tebboune aussi va partir et que les jeunes Algériens qui sont emprisonnés seront bientôt les futures élites algériennes. Hamid Lellou, vous avez le mot de la fin. Merci. Moi, j'aimerais bien rassurer le public algérien que cette hostilité avec le voisin marocain, moi je la trouve une hostilité stratégique et temporaire. Le régime essaie d'utiliser pour mobiliser le peuple autour de lui, même pas de l'armée, mais autour du régime. Il y a une chose qui revient tout le temps avec les gens avec qui je parle au sein du Hirak ou bien au niveau des réseaux sociaux liés à votre question sur le retour du Hirak. Moi, je leur dis, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites pour le Hirak ? Il ne faut pas s'attendre à ce que le Hirak revienne comme ça magiquement, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre travail? C'est quoi votre contribution? Il y en a qui contribuent avec des écrits, d'autres qui contribuent avec un peu d'argent, d'autres qui contribuent en organisant des marches, d'autres qui contribuent en éduquant, en sensibilisant. Chacun, et personne ne pourra dire « Ah, moi je peux rien faire, c'est au-dessus de ma tête, moi je suis qu'un simple citoyen ». Même un simple citoyen, même au niveau de votre quartier, même au niveau de la cellule familiale, vous pouvez faire du hirak. Et quant au changement qui va arriver, une anecdote pour j'ai reçu un email hier d'un consultant économique américain qui me demande, figurez-vous, qui me demande est-ce que je connaissais des entreprises américaines qui seraient intéressées pour investir en Algérie. Ils sont en train de préparer un forum économique en Algérie au mois de mars. Ça, c'est une information. Ils souffrent pour trouver des sociétés pour venir investir, même pas investir, pour venir participer au forum. Et je pense qu'ils vont payer certaines sociétés américaines de second, troisième, quatrième plan pour venir faire de la figuration. Et ça vous montre que même au niveau à l'international, il y a un problème. Et c'est pour ça qu'on voit ces dissensions qui viennent à la surface, parce que Tebboune, puisqu'on parle de lui, n'a pas de profil à l'international, et c'est pour ça que certaines personnes au niveau du régime, ils essayent de changer de carte Tebboune avec la carte peut-être de la Mamra, qui lui a déjà acquis une certaine notoriété internationale. Maintenant, Dieu sait ce qui va se passer. Souhaitons que le Hirak revienne, mais encore une fois, le Hirak ne reviendra pas si le peuple algérien ne fait rien du tout. Et merci. Merci Hamid Lellou. Je vous rappelle juste que l'investissement nécessite des critères bien définis, dont le premier est la confiance. Or, il n'y a aucune société au monde, une entreprise au monde qui puisse faire confiance à ce régime prédateur, sauf les sociétés vampires, les sociétés anthropophages, si tant est qu'ils nous considèrent comme des êtres humains qui seraient tentés de venir nous dévorer tout cru, sinon personne n'investit dans cette société, pas eux-mêmes d'ailleurs, eux qui ont volé des milliards de dollars et qui les investissent ailleurs, qui ne les investissent pas dans le pays. Ceci étant dit, merci Hamid Lellou, merci Hassan Moussi, merci Mohamed Ben Issa, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que
Silmiya, Silmiya, Khawa, Khawa. N'oublions pas ces frères, ces sœurs qui sont en prison pour nous. Ils se comptent par centaines. Ce ne sont pas des délinquants. Ils ne sont pas des mercenaires de puissances étrangères, comme on en a accusé certains. Ils sont des citoyens très intègres, très engagés, très sincères, très courageux, pour avoir osé défier une mafiocratie, pour avoir osé seulement crier liberté, dignité, droits de l'homme, séparation des pouvoirs, représentativité sincère et réelle du peuple, élection transparente et sincère, liberté de la presse et autres nobles principes de ce genre. Ils sont tous en prison pour avoir exprimé cela, et seulement cela, et seulement d'autres principes tout aussi beaux, tout aussi nobles. Pas un seul parmi les centaines de nos compatriotes qui sont en prison n'a fait un tant soit peu de mal à sa patrie, à ses compatriotes. Bien au contraire, et nous leur devons toute la gratitude, tout le respect et toute l'estime qu'un frère doit à son frère pour avoir été à son côté, pour s'être sacrifié et dévoué pour lui. Merci beaucoup. Qawala khair, bislama.